partage complètement cette ambition, même si elle me fait sourire parce que, évidemment, enfin, moi, c'est ce que je me raconte et c'est ce que, sincèrement, au quotidien, j'espère contribuer à faire. Après, il faut être modeste dans l'impact qu'on peut avoir au quotidien. Oui et non. Un monde pragmatique, réalisable. Peut-être plus que meilleur. Alors oui, meilleur si on revient sur les grandes tendances, réchauffement climatique, tout ce qui finalement est une tendance dans le propos général. Mais du coup, je ne sais pas si je sais pas où on place le curseur du meilleur. Est-ce que le meilleur, c'est se détacher du lien de proximité? Est-ce que le meilleur, c'est... Enfin, je sais pas. Enfin, moi, je dirais... Enfin, oui, le meilleur, oui. Dans un fond, oui. Mais qu'il soit meilleur, pragmatique, réalisable. Enfin, la différence, c'est qu'aujourd'hui, on a des difficultés, des fois, à faire percoler le meilleur parce qu'on n'arrive pas à être réalisable, à le faire réalisable. Soit économiquement, soit idéologiquement ou cognitivement. Par l'acceptation. Donc, les gens nous disent... oui, mais cette voie que vous tracez n'est pas la bonne parce qu'on n'y croit pas. Ou ah non, mais cette voie-là n'est pas la bonne parce qu'on n'a pas l'argent. Ou ah, de toute manière, ça ne m'intéresse pas, j'ai été élu sur autre chose. Je partage, c'est difficile, c'est frustrant, mais je partage. Ouais, c'est l'intérêt général, je trouve que c'est... en tout cas, c'est pour ça que je fais de l'urbanisme. Après, c'est tout le problème. C'est tout le problème parce que construire un monde meilleur, c'est pas facile, et c'est frustrant. Je trouve que c'est frustrant. De plus en plus, on arrive maintenant sur des territoires, comme je disais, qui ont été labourés par des études. Et on se voit que le résultat, il est, en fait, on s'est gouré. On s'est gouré pourquoi? Parce qu'à un moment, toujours pareil, ce temps de prospective, de réflexion, de capacité à attendre, on ne le fait pas. On me venait sur l'urgence. On ne réfléchit pas on réfléchit au monde meilleur dans 2 jours. Et moi, j'ai envie de dire que nos études, il faudrait qu'on réfléchisse au monde meilleur dans la génération suivante, parce qu'on voit bien qu'on agit sur des choses, c'est une génération. Il ne faut pas rêver, c'est même pas 10 ans, c'est plus qu'une génération. Et ça, on l'oublie. Je pense encore être assez idéaliste pour me dire que le travail que je mène peut participer à l'amélioration de conditions de vie de la population, c'est-à-dire que par les études que je mène, par exemple, ça va être de se dire finalement est-ce que les gens sont bien logés? Est-ce qu'ils vivent bien au sein de leur territoire? Est-ce que ça leur permet de vivre confortablement? Est-ce qu'on peut trouver des réponses qui feraient en sorte que les ménages vivent mieux, se sentent mieux au sein de leur logement, qui pratiquent mieux leur territoire? Ça, c'est vraiment quelque chose qui me questionne et je pense qu'il faut avoir ça en ligne de mire. Mais oui, j'ose espérer qu'on essaye d'impulser ça et qu'on donne aussi envie de ça quand on développe des enjeux, qu'on crée une stratégie, qu'on a envie qu'il y ait une émulation autour d'un urbanisme pérenne. Si en tout cas on devrait donner une définition à un monde meilleur. Un monde meilleur, je pense que monde, le terme est vaste, mais oui, enfin, très clairement. Le but de l'urbanisme, c'est que les gens habitent bien et vivent bien. Donc quelque part, c'est une mission presque sacrée, parce que où est-ce que ça s'arrête? Non, parce qu'il faudrait donner une définition à ce qu'est un monde meilleur. On en a une vision tous très différente. Donc, monde meilleur, c'est très consensuel. Non, je pense pas. Je pense que notre métier, c'est tout sauf ça. C'est de créer du contraste, de créer de la différence, de pousser les gens à faire un pas de côté, à regarder leurs problématiques différemment. Donc, et tout sauf en le formulant en disant un monde meilleur, un monde différent, ça c'est sûr. Mais, et de créer, en tout cas, une vision partagée, un sens à ce qu'on fait et à ce qu'on vit. C'est certainement là qu'on doit poser le curseur. Monde meilleur, non, je ne crois pas. Moi, je pense que j'ai deux valeurs qui font que je fais ce métier. Je pense que c'est déjà de défendre l'intérêt général, le bien commun. Je pense que je fais le métier aussi pour les autres. C'est-à-dire que l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde vive mieux. Alors ensemble, pas ensemble, après c'est notre question, mais comment est-ce que tout le monde vive mieux, qu'on n'ait pas trop de temps de transport, qu'on ait accès à des loisirs, qu'on ait accès à la culture, qu'on ait accès à un environnement préservé, qu'on ait accès à un espace de qualité. Je partage. Un monde idéal, je ne partagerai pas. Un monde meilleur, je peux partager, oui, effectivement. On est là pour accompagner les territoires sur un développement plus vertueux, entre guillemets.
et influencer la décision politique dans la mesure du possible, dans la mesure de nos capacités techniques, pour effectivement arriver à quelque chose qui soit plus qualitatif, plus durable, plus vertueux et plus raisonné. Tout à fait. Moi, c'est vraiment ce que j'essaye de m'appliquer au quotidien quand je vois que j'ai la possibilité de le faire, c'est-à-dire d'essayer de faire changer un petit peu les mentalités, c'est de faire comprendre aux donneurs d'ordre, aux promoteurs, aux architectes que, je remets toujours un petit bémol sur les architectes, parce qu'il y a quand même beaucoup d'architectes qui ont une prise de conscience qui est bien au-delà des promoteurs ou acteurs. Mais c'est construire. Pourquoi, pour qui, pour quel avenir. C'est aussi essayer de faire changer les mentalités des habitants. Parce qu'il ne suffit pas de dire ce que vous avez livré ou ce que vous avez réfléchi, ça ne correspond pas à ce qu'on veut ou à notre mode, mais eux aussi ont leur part à jouer là-dedans. Moi, c'est pour ça que je fais ça aussi. C'est ce que j'essaye de faire tous les jours. Et je pense que c'est ce qu'on essaye tous, urbanistes, environnementalistes. Enfin, je pense qu'il n'y a pas d'autre objectif que ça, de faire mieux, toujours mieux, et au regard des défis auxquels on a à faire face, au regard des aspirations. Enfin, pour moi, c'est l'objectif premier, c'est de faire un monde meilleur. En tout cas, moi, c'est pour ça que je fais ce métier-là et que j'aime faire ce métier-là et que j'ai accroché avec ce métier-là, c'est parce que j'ai vraiment l'impression de participer à ce monde meilleur de demain. C'est clairement notre mission de bien aménager l'espace urbain pour qu'il soit agréable et quelque part qu'il ne se lise même plus. C'est ça qui est intéressant, c'est que l'urbanisme, en fait, quand c'est bien fait, les gens ne s'en rendent pas compte, en fait. On perçoit souvent un espace urbain qui est mal aménagé. On se dit, mais on ne se sent pas bien, etc. Tout de suite, on sent ce qui ne va pas. Par contre, dès qu'on est bien, c'est naturel et c'est logique. Donc, c'est notre but, mais c'est un but qui est humble et qui demande justement de ne pas avoir de posture de grandiloquence, etc. Enfin, je suis assez réfractaire, moi, aux grands gestes urbains, etc. Parce que je pense que justement, on rate l'objectif qui est de, quand c'est bien fait et qu'on est bien dans un espace, en fait, on ne s'en rend pas compte. C'est qu'il est naturel et qu'il coule de source. Parfois, on n'a pas la même vision du monde meilleur, je pense que c'est ça. Oui, j'espère, et je pense vraiment que cette histoire de ne pas avoir la même vision, c'est ce qui est enrichissant, c'est ce qui génère de la frustration aussi, mais heureusement qu'on n'a pas tous la même vision du monde meilleur, parce que sinon, ce serait assez catastrophique et ce serait beaucoup moins riche. C'est ce qui est difficile et c'est ce qui est stimulant, c'est qu'on n'a pas la même vision. Mais oui, j'espère, et d'ailleurs j'espère et je le sais, enfin je le pense vraiment que les acteurs avec qui je travaille, et les élus notamment, mais aussi les acteurs du territoire, sont des gens qui ont envie d'aller vers un monde meilleur. On n'a juste pas tous la même appréhension des choses. Sur le public, je vais être très, très dur. Je pense qu'on a une baisse de la compétence des services publics d'État énorme. On a une hémorragie qui a été faite déjà par les collectivités, les bonnes se sont servis des bonnes personnes et les ont récupérées. C'est très bien pour eux, tant mieux pour eux. Sauf que derrière, ça n'a pas été remplacé. C'est-à-dire qu'on a un niveau de compétence en face de nos donneurs d'ordre. Surtout, je parlerai de l'État. Et après, sur les collectivités publiques locales, on va avoir des niveaux très différents d'une collectivité. Et du coup, c'est compliqué aussi, parce qu'à des moments, j'ai pas envie de dire, c'est pas une histoire, c'est pas une histoire, j'ai le boulard, c'est pas ça. Mais est-ce que, à des moments, on a l'impression qu'on parle pas la même langue? On a d'un côté des gens, une nouvelle fois, qui se complaisent à être dans la norme, dans le quantitatif, quand on leur parle de qualité. Et à mon sens, l'erreur, c'est toujours pareil. C'est quand on n'a pas d'idée, on se raccroche au plus simple. Le plus simple, c'est quoi? C'est les chiffres. Et malheureusement, on est gouverné par les chiffres. Souvent, les objectifs, et c'est bien le drame de la... Enfin, en tout cas, moi, j'exerce dans le métier de la planification, et la planification, elle est phagocytée par la planification réglementaire, alors qu'au départ, la planification, elle n'est pas faite
pour produire du règlement, elle est faite pour penser le développement d'un territoire et pour justement, pour reprendre le terme, pour essayer d'engager un monde meilleur. Mais aujourd'hui, souvent, elle est réduite à de la planification réglementaire. Donc nos donneurs d'ordre, souvent, ils nous demandent un document d'urbanisme, de planification réglementaire. Un certain nombre, oui. Je pense qu'on ne l'exprime pas assez en début de mission, en fait. Si on prenait le temps d'échanger, si on prenait le temps d'avoir un dialogue réel et de ne pas justement passer directement au diagnostic, à la stat, etc., mais que pendant 6 mois, on prenait juste le temps d'aller sur un territoire, interviewer, parler, dialoguer, on poserait bien mieux les objectifs de la stratégie et on tendrait vers ce monde meilleur dont on parle, mais au moins on l'aurait défini ensemble au travers d'un dialogue partagé. Pour faire un projet de société, de toute manière, il faut aller chercher les gens. Il ne faut pas s'attendre. Il y a toujours une partie de la population qui est très motivée, qui va s'investir, qui va donner son avis, venir aux réunions, etc. C'est très bien, il en faut. Ça a toujours été comme ça, de toute manière, dans les entreprises, dans les associations, dans les familles même. Il y a toujours des personnes qui sont plus moteurs. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres idées. Et il faut, je pense, trouver des moyens d'aller chercher les gens, d'aller les intéresser et d'avoir des approches à tous les niveaux, que ce soit au niveau du permis, que ce soit au niveau d'un aménagement de place, que ce soit les budgets participatifs, que ce soit un nouveau quartier, que ce soit qu'est-ce qu'on veut faire du territoire, avec du coup des méthodes qui sont différentes, puisque les sujets évidemment sont différents. Essayer de développer, d'aller les chercher pour les intéresser et les mettre dans le bain automatiquement. Je trouve qu'on sous-estime beaucoup la concertation publique et parfois même les élus eux-mêmes sont moins ambitieux qu'ils ne pourraient, appréhendant finalement la vie des habitants, appréhendant la vie de la population locale, alors que quand on le concerte, même si c'est vrai que la concertation, le problème de fond, c'est que ce sont les mêmes, c'est une population qui est déjà ancrée dans une vie locale, qui a déjà envie d'y participer. Venir, c'est finalement déjà faire un pas vers la concertation. Donc c'est l'unique problème, c'est la capacité qu'on aurait à créer plutôt quelque chose de beaucoup plus large et de démocratique sur nos territoires. Mais oui, on sous-estime profondément la concertation et l'intérêt de la concertation. Les beaux projets sur lesquels j'ai eu la chance de travailler, généralement avaient une grosse part de concertation auprès du public, ce qui me permet également aussi, moi, pendant ces réunions publiques, d'échanger avec eux, de voir quelles sont leurs problématiques et aussi d'adapter mon discours, d'adapter le suivi du projet à eux. C'est-à-dire que, par exemple, sur le traitement de la mobilité, on voit bien que ne pas avoir sa voiture au pied de son bâtiment, à l'heure actuelle, ça pose problème. Mais c'est une problématique parce que les gens ont aussi envie d'avoir un cadre de vie apaisé, d'avoir un cadre de vie où ils peuvent sortir avec leurs enfants sans avoir cette pression de la route, du bruit, de la pollution. Donc, il y a un peu cette disparité entre on veut ce cadre de vie, mais on ne veut pas revenir sur nos conditions de vie. Voilà, c'est toujours plus facile, effectivement, de juste prendre l'ascenseur pour monter chez soi avec sa voiture en bas. Mais voilà, il faut aussi un peu éduquer, je pense, le public. Et la concertation, c'est un peu ce moment-là, pour moi. C'est un peu cet espace sert un peu aussi à ça. Le fait de développer de plus en plus la concertation les amène à voir ça et à voir que la population a vraiment son mot à dire et des choses pertinentes et affirme ses ambitions, ses aspirations pour leur lieu de vie de demain. Et puis parce qu'on a bien vu dans les actualités récentes qu'il y a une vraie envie de la population, de faire bouger les choses, qu'on entende leurs besoins et leurs envies comparées à ce qui se passe réellement finalement à l'échelle politique. En tant qu'expert, on a l'impression notre métier, c'est d'apporter tout le temps des réponses aux questions qu'on nous pose, alors que je pense que notre métier, c'est de poser des questions qui apportent une réponse adaptée, ou en tout cas qu'on recherche. Notre métier, c'est plutôt de poser des questions que d'en apporter, donc d'apporter des réponses. Donc oui, j'aurais tendance à penser ça. Et j'ai envie de dire, le monde de la concertation et notre monde, il doit se réinventer et on doit être sur de nouveaux formats. Tout ce qui est numérique, je pense qu'on ne l'a pas assez investigué, on n'est pas assez...
Je suis père de famille, pareil, mais je vois bien comment les ados fonctionnent. C'est-à-dire qu'un jour, un moment où il va falloir qu'on se tourne nous-mêmes sur la capacité à faire de la concertation par des outils numériques. Sinon, on continuera à faire notre concertation avec l'association qui viendra dans tous les cas, dans tous les types de concertation, le prof à la retraite, etc. Et là, la concertation, oui, mais on voit bien qu'il faut faire différemment. Et ça, c'est un des enjeux de notre métier, c'est faire de la concertation différemment, toucher plus de public, être peut-être plus simple, mais ça ne veut pas dire moins intéressant, mais essayer à traduire plus facilement nos discours et arriver que ça soit une vraie discussion sur de l'intérêt collectif et pas non plus l'intérêt particulier, parce qu'actuellement, la concertation, c'est de l'intérêt particulier. Chacun vient défendre sa sauce et on ne réfléchit pas au collectif. Je pense que c'est une force vive qu'on sous-estime parfois. Mais effectivement, on arrive en tant qu'expert, on a une vision globale des territoires, mais on n'a pas la vision terrain, la vision acteurs locaux, la vision habitants. Voilà. Tous ces éléments-là, c'est des visions qui, des fois, manquent un peu à nos diagnostics, manquent un peu, du coup, aux orientations qu'on préconise. Donc, on a une réelle plus-value à ajouter ces acteurs-là dans la démarche et à prendre en compte leur point de vue et à bâtir aussi à partir des initiatives locales, puisque très souvent... on peut arriver, considérer qu'il n'y a rien de fait, mais ce n'est pas le cas. Les territoires vivent avant et après nous. Et donc, si on peut se nourrir des initiatives locales, ce n'en est que plus valorisant pour le projet. Les débats, souvent, sont très égocentrés, souvent. C'est-à-dire qu'on ne se projette pas dans le quartier, on se projette dans sa propre vie, on ne se projette pas chez le voisin. Donc, c'est pour ça que je pense que ça a du mal à décoller. Je pense que pour qu'on aille un petit peu plus loin, il faudrait un peu décorréler ça, pas se concentrer sur l'habitant, mais plus sur on va dire un petit peu masquer l'objectif de la concertation et les amener, les guider pour se poser des questions eux-mêmes et pas leur poser des questions pour qu'ils se recentrent et qu'ils ne touchent qu'à leur propre... En fait, c'est ça un peu le problème, c'est que... Enfin, c'est le problème de tout un chacun, mais c'est... Quand on nous pose une question qui nous parle fondamentalement, on répond pour nous. Et ça empêche le débat d'avancer, je pense. Donc, quand on associe vraiment les gens dès le début des projets, et aujourd'hui il y a des méthodes qui sont mises en œuvre dès le début du projet avec des balades urbaines, des réflexions in situ, etc., on arrive vraiment à faire émerger des réponses. En tout cas, il faut qu'il y ait un dialogue. C'est vraiment quelque chose qui est important. Il ne faut pas que nous, en tant que professionnels, on se sanctuarise en se disant « j'ai ma posture d'expert et de connaissance et du coup, je suis le sachant, les autres ne savent pas, donc c'est à moi de décider ». Et à l'inverse, il ne faut pas non plus tomber dans c'est la réalité quotidienne de la ville qui doit faire qu'elle se décide et qu'elle se fait d'elle-même. On a un peu une posture de médecin en fait quelque part, c'est-à-dire que c'est à la ville de nous dire où elle a mal et c'est à nous de proposer des traitements. Alors c'est pas à nous de les imposer, il faut arriver à convaincre la ville que c'est la meilleure des solutions. Comment finalement intégrer tes habitants qui n'ont pas de prétention techniciste et on les met devant des réglementations ou devant des choses qui le sont très très technicistes. Et c'est un peu la difficulté. Et d'où le travail qui est fait, le travail qui est fait au quotidien pour arriver à finalement retranscrire une idée. Parce qu'en fait, c'est ça le plus difficile. Les gens, ils sont capables de donner un avis, ils sont capables de se projeter sur un endroit, ils sont capables de se dire, moi, je pense ça d'ici, parce que finalement, j'y vis ou je vis à côté ou j'ai vu des choses ailleurs. Leur difficulté, c'est la compréhension du cadre et la compréhension de ce qui est faisable ou non faisable. Et ça, c'est notre métier. Et je pense que souvent, on a tendance à segmenter aussi la concertation entre parties prenantes, élus, techniciens, habitants. Or, parfois, ça peut aussi être un moment peut-être plus intéressant de mêler ensemble, même dans le travail, en fait. La concertation, c'est pas juste, en tout cas pour moi, obtenir l'avis des habitants, des élus, c'est aussi co-construire un projet. Et donc, pour que ce soit co-construit, il faut forcément que les parties prenantes, elles aient un temps de travail collaboratif et pas uniquement
de la restitution d'informations aux uns et aux autres. Il y a beaucoup de marge de manœuvre pour mettre au cœur de ces démarches-là les réflexions qui sont portées par les citoyens. Faudrait-il quand même aussi que réussir à canaliser justement ces démarches de concertation, parce que je le disais tout à l'heure, elles sont souvent phagocytées par des positions partisanes, et c'est pour ça que souvent les élus sont frileux à engager ces démarches-là. C'est pas seulement parce qu'ils n'ont pas envie d'écouter les citoyens. Hein. À leur décharge, c'est que souvent c'est compliqué de réussir à canaliser certaines forces associatives qui sont parfois très partisanes. Mais justement, je pense que si on élargit la concertation, qu'on élargit la participation citoyenne, on peut réussir à mettre au cœur des démarches certains sujets. Et c'est quand même ce qu'on commence à constater sur le terrain. Il y a quand même des élus et des collectivités, des donneurs d'ordre aujourd'hui qui n'envisageaient absolument pas d'engager certains types de démarches et qui aujourd'hui, parce qu'ils ont eu aussi des expériences heureuses, finalement vont vers des démarches beaucoup plus ouvertes et du coup, naturellement, on élargit les champs de réflexion quand on est sur des démarches beaucoup plus ouvertes vers les citoyens. Je pense qu'il y a un vrai problème d'enseignement et de pédagogie sur ces questions-là en France. Je pense que beaucoup de nos voisins européens sont beaucoup plus avancés que nous sur ce sujet-là. Mais très clairement, de toute façon, il faut comprendre ce que les gens attendent de la ville qu'ils vivent et qu'ils pratiquent pour pouvoir la transformer. Aujourd'hui, les méthodes ont évolué. On va un peu plus chercher les habitants lambda qui n'avaient pas forcément l'envie de se présenter en réunion publique, etc. Donc je pense qu'on déjà on touche un peu plus largement et on a d'autres visions. Maintenant, je pense qu'on peut encore aller plus loin et effectivement, je pense que la population en plus est en demande vraiment de ça et d'avoir d'être vraiment concerté et de vraiment co-construire avec la collectivité. Je pense que les gens ont des choses à dire en tant que pratiquants d'un territoire d'une manière ou d'une autre. Donc effectivement, les mobiliser au tout début d'une procédure peut être vraiment intéressant pour prendre de la hauteur et se dire finalement, on n'est pas là pour évoquer déjà des réponses ou en tout cas faire des arbitrages et re-questionner des arbitrages qui seront pris. Je pense que c'est important effectivement de poser la question comment vous faites, comment vous fonctionnez. Est-ce qu'il y a des problématiques particulières que vous rencontrez au quotidien? On ne dit pas qu'on va toutes les traiter ou on ne va pas forcément… Le document ne sera pas le cadre de la réponse, mais en tout cas, ça doit laisser transparaître le fait qu'on est là pour… on est là pour les gens, en fait. On peut penser que cette pression citoyenne devrait permettre d'aller vers effectivement de la planification au sens noble du terme et plus seulement de la planification réglementaire. Et d'ailleurs, à la moindre réunion publique, souvent les citoyens, c'est tout de suite à ça qu'ils nous ramènent parce qu'eux, souvent, ils ne comprennent pas et d'ailleurs, ça ne les intéresse absolument pas de savoir finalement, alors sauf les propriétaires, mais sinon ça ne les intéresse pas de nous entendre débiter des règlements. Et souvent ils nous interpellent justement sur des thématiques qui ne sont pas au cœur de nos démarches de planification, mais qui sont au cœur de leur quotidien. Je trouve que dans les faits c'est assez compliqué, surtout quand on travaille sur des échelles qui sont vastes. Je trouve que c'est compliqué avec les habitants, je trouve que c'est compliqué avec les élus. La question des super territoires, pour moi, c'est un vrai sujet. Comment on arrive à associer pour du vrai des acteurs, des habitants, des élus, de territoires qui sont vastes. C'est très intéressant de travailler à cette échelle parce que ça permet de faire de la planification cohérente. Mais par contre, je trouve que pour avoir des vrais échanges et des vrais retours sur des sujets de fond avec des élus ou des habitants, c'est de plus en plus difficile et c'est pour autant de plus en plus important parce que ce caractère un peu
dézoomer génère des incompréhensions et je peux comprendre. Donc c'est pas toujours facile, non. Si on laisse à penser que l'urbanisme se fera entre guillemets par une ascendance, j'y crois peu, parce qu'elle s'inscrit pas du tout comme ça dans l'histoire de la planification française, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur une dimension très décentralisation. Aujourd'hui, on va dire la logique d'aménagement des territoires est dans un seul sens. Peut-être que la transition du modèle territorial, c'est ça, c'est de repartir de la matière de base et de la faire progressivement remonter. Mais je pense qu'on ne s'émancipera jamais de faire un urbanisme imbriqué, ascendant, descendant. Et puis parce qu'il faut une prise de décision et que les élus sont légitimes à avoir une prise de décision. Ils ont été élus pour ça, en l'occurrence. C'est le sens de la démocratie. Donc oui, il y a plus de place pour un urbanisme bottom-up, mais pas que. Je pense que ça dépend qu'on construit, oui. Ça dépend de la manière dont on construit, ça dépend du sujet, parce que je pense qu'il y a des sujets qui ne vont pas s'y prêter. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus avoir l'approche en disant on faisait pas du tout, on associait personne dès le départ, il faut associer tout le monde sur tout. Je pense que ça ne marchera pas. On ne demande pas à un dentiste, à quelqu'un qui vient, de dire comment est-ce que je voulais que je vous nettoie les dents ou quoi que ce soit. Non, à un moment donné, il y a des savoirs techniques, et on ne pourra pas remplacer 50 formations sur un sujet par quelqu'un qui vient et qui va dire il faut faire comme ci, comme ça. Je pense que ça va dans le sens de l'histoire, d'associer de plus en plus les habitants, de prendre de plus en plus en compte leur point de vue. Pour autant, de faire des projets uniquement en bottom-up, je ne suis pas sûre, dans la mesure où, pour moi, il faut quand même qu'il y ait une vision stratégique qui soit maintenue. Cette vision stratégique, c'est à la fois l'objet de l'expert dans son conseil, mais c'est aussi et surtout l'objet du politique, qui doit garantir une certaine cohérence globale, à la fois des projets et de la ligne de développement du territoire, à une échelle locale, mais aussi à une échelle plus large. Donc la place des habitants, des acteurs locaux, c'est un élément privilégié, mais on ne peut pas uniquement bâtir des projets comme ça, puisqu'il faut quand même inscrire tout ça dans une vision globale et une cohérence. Déjà, ce serait une bonne manière de responsabiliser les gens avec qui on échange, les gens avec qui on travaille. C'est facile de venir dire que c'est pas bien. Et c'est encore plus facile de venir dire que c'est pas bien quand on nous a pas demandé notre avis, alors que je pense que déjà avoir l'avis du plus grand nombre de personnes qui pratiquent les territoires, c'est une manière de moins se tromper. C'est une manière de faire quelque chose de territorialisé et de cohérent avec les besoins qu'ont les territoires. Et puis je pense aussi que c'est une manière de responsabiliser et c'est une manière d'associer les acteurs et les habitants pour qu'on soit sur un projet partagé et aussi que ce soit des acteurs qui se rendent compte que c'est pas facile, qu'on peut avoir une idée mais qu'en fait il y en a plein d'autres et que l'urbanisme c'est ça aussi, c'est arriver à croiser l'ensemble des thématiques qui nous semblent structurantes pour trouver un juste milieu et un équilibre. Donc je pense que oui. La ville, c'est un lieu de conflit depuis le début. Le fait urbain, c'est l'articulation de conflits et de dynamiques. Et au terme de ça, il y a quelqu'un qui gagne. S'il n'y a pas d'arbitre, ce que l'histoire montre, c'est que c'est le plus fort économiquement qui décide de l'aménagement de la ville. On voit bien toutes les tendances de gentrification, etc. Tout ça, les tendances qui sont là, c'est des conflits qui sont économiques. Là où nous, on a une posture, c'est qu'effectivement, on peut arbitrer entre les sensibilités de tout un chacun, mais si on laisse le bottom s'affirmer comme ça, voilà, qu'est-ce qu'il en ressort? C'est pas parce que tout le monde va dans le même sens que c'est forcément la meilleure des voies. Le développement des tiers-lieux, j'ai envie de dire que, de par l'exemple, aujourd'hui, ces exemples-là me disent que c'est possible. Si j'ai une réflexion intellectuelle là-dessus, trop attachée à mon quotidien de concertation sur des sujets de planification réglementaire, j'ai du mal à y croire. Mais quand on regarde concrètement ce qui sort de certaines démarches participatives, j'ai envie de dire, oui, et puis c'est déjà le cas, quoi. La force de l'exemple, aujourd'hui, elle est qu'il y a des choses extraordinaires qui voient le jour et des choses... Parfois des choses sur lesquelles la force publique, la collectivité n'aboutissait pas sur certaines réflexions. L'enjeu de demain,
demain, c'est de faire justement évoluer les mentalités, évoluer les objectifs, évoluer le regard que l'on porte sur le territoire. Et ça, c'est avant tout des questions sociétales. Donc oui, on a un réel enjeu à intervenir là-dessus. Maintenant, il faut trouver les bonnes armes, trouver les bons outils, trouver l'argument juste, nouer des relations de confiance aussi, puisque ça, c'est un élément fondamental. Si on n'a pas une relation de confiance, on aura beaucoup de mal à emmener les gens avec nous. Et puis, il faut raconter les bonnes histoires. Voilà. Trouver les bons récits, trouver les éléments qui font sens et effectivement faire bouger un peu les lignes de la société pour, à terme, faire bouger nos territoires. Justement, quand on voit aujourd'hui le débat public qui porte sur des questions de sécurité, de santé, d'environnement, finalement, il faut qu'au travers de notre travail, on questionne le fonctionnement de la société. Quand on parlait d'un monde meilleur tout à l'heure, c'est de rendre la société meilleure par l'aménagement de la ville et du territoire. Donc oui, moi c'est quelque chose, c'est ça qui me motive au quotidien. Après, encore une fois, ça paraît très ambitieux et un peu mégalomane de pouvoir penser qu'on contribue à améliorer la société, mais je pense que c'est ce que font aussi, ce que devraient faire en tout cas nos politiques, et c'est ce qu'on fait nous au quotidien, c'est d'accompagner les politiques de développement du territoire. Donc oui, évidemment que c'est avant tout de faire société et de faire une meilleure société, parce que sinon ça n'a aucun, en tout cas pour moi, ça n'a aucun intérêt, et c'est ce qui devrait, à mon avis, motiver toutes les démarches de planification et qu'elles ne soient pas justement réduites à de la planification réglementaire pour du règlement, quoi. Le territoire sans la société n'a pas de sens. Donc oui, pour moi, il faut pas refondre la société, mais il faut faire muter la société pour qu'elle puisse aussi s'approprier son territoire. Je pense qu'on ne doit jamais oublier que la finalité, c'est la capacité qu'on a dans le temps et dans l'espace à projeter cette société et à la guider. C'est pour ça qu'il faut être convaincu du métier qu'on fait et avec beaucoup de valeur, parce que finalement, je ne dis pas qu'on l'influence, mais on pose les bases. On pose les bases dans le temps et dans l'espace. Et à ce titre-là, faut pas, c'est pas anodin. Enfin, c'est pas un acte anodin. Être urbaniste, c'est un métier d'intérêt général. Donc, quand on fait de l'urbanisme, on fait société. En termes d'aménagement, c'est forcément pour la société. C'est forcément accompagner la société dans ses évolutions, dans ses transitions. Donc, pour moi, c'est clairement ça. L'urbanisme, l'aménagement, c'est de la dynamique. C'est effectivement accompagner les évolutions de la société. Donc, pour moi, c'est forcément aménager la société. Moi, quand j'ai commencé à l'université, c'était le règne du développement local. Et je pense que c'est le bon truc. Et c'est ce qui nous sauvera en France, faire du développement local. Si on n'a pas compris ça, surtout nous, surtout les territoires loin des métropoles, s'ils n'ont pas compris ça, ben voilà, c'est un mot qui est important. Faire du développement local, il faut que ça parte de la base. Et ensuite, bien sûr, en respectant les lois nationales, mais une nouvelle fois, nous, on est là pour les accompagner à trouver les marges. On se rend compte de la limite de l'exercice déjà de notre modèle de société. Enfin, je veux dire, encore faut-il en fait que ça donne, qu'on fasse société, qu'on se donne un sens commun. Mais en fait, je pense honnêtement que la plus-value de demain, c'est la capacité qu'on aura à justement ne pas tomber dans une banalisation, dans une généralité, d'être capable d'apporter un regard différent, une culture particulière. Donc là, non, je pense que en fait, notre métier a énormément de devenir, justement parce que la société tend vers cette banalisation-là et que nous, on sera capable de faire un pas de côté et d'amener les gens à faire ce pas de côté-là et à regarder les limites du modèle actuel. Donc on a je crois profondément, mais en fait j'ai jamais pensé que l'urbanisme pouvait s'arrêter. En fait, c'est juste que ça fait société, donc ça évoluera avec la société. C'est un métier qui va perdurer dans le temps, qui effectivement évolue, mais je pense qu'il doit évoluer toujours, non pas à l'inverse de ce que la société est, mais en parallèle de la société pour être capable de réinterroger. Donc je pense que justement, si la société c'est de l'information, de la data, etc., eh bien faut, je ne vais pas dire tout sauf ça, mais il faut s'ancrer sur ces bases-là, mais il faut essayer de créer un modèle de conseil différent. Nous, on est là justement pour, je pense,
faire coïncider le tout entre les objectifs politiques, les ambitions des habitants qui font société. Et oui, je pense que on apporte forcément dans notre métier, dans notre intervention aussi nos idées personnelles. Moi, j'en suis convaincue. On a une vision, on vient avec notre vision, avec notre perception, et du coup, je pense que c'est un petit peu, notre objectif, c'est de faire coïncider tout ça et de le mettre au service d'un objectif politique, parce que c'est quand même notre commande. Il y a un côté arbitrage, et cet arbitrage-là, c'est pas le nôtre. C'est bien celui du politique. Donc voilà, on doit faire avec des arbitrages politiques qui des fois peuvent nous dépasser, qui, même si on a l'habitude de susurrer à leur oreille, c'est vrai que des fois on se dit « Ah, on a proposé telle ou telle chose », mais finalement on est obligé de revenir un pas en arrière pour coïncider avec ce que veulent les élus du territoire. Je pense plein de choses. J'ai mon point de vue sur tout un tas de choses, mais quand je gère un projet, j'ai pas une posture militante. Parce que c'est pas l'objectif, parce que c'est pas la commande, parce que c'est pas le lieu. Et donc, oui, certes, il va falloir qu'on s'engage, mais qu'on s'engage collectivement. Je parle pas que de Citadia, je parle des clients, je parle de la société de manière générale. S'engager collectivement pour un développement plus vertueux, il va falloir le faire au global. Ça nécessitera de notre part une posture un peu plus avancée sur certains sujets, un accompagnement aussi plus important. Mais pour autant, pas de posture militante, puisque c'est pas l'objectif de l'exercice. On reste des experts du conseil, il faut garder une certaine neutralité pour laisser du libre arbitre aussi s'exprimer de tous les côtés. Je pense qu'il y a autant le métier d'urbaniste, il y a autant d'urbaniste qu'il y a de personnalité et qu'il y a de valeur. C'est toute la difficulté de notre métier, c'est qu'on est capable de faire tout et son contraire parfois, parce que malheureusement on ne peut pas toujours exprimer ses valeurs, c'est-à-dire qu'on est capable d'apporter un conseil qui est nourri par un certain nombre de convictions, qui est nourri par une expertise, simplement parfois de bon sens, c'est-à-dire de duplication des bons modèles, des bonnes façons de faire, donc, qui sont ancrés dans un système de valeurs importantes, qu'on essaye de partager, mais on a face à nous parfois un public qui n'est pas réceptif et on doit l'accepter. C'est un peu le revers du métier, c'est que parfois on apporte un conseil qui n'est pas entendu, mais l'expérience, maintenant en exerçant depuis quelques années, c'est finalement de l'accepter. Et puis de se dire que si ce n'est pas ici, ce sera ailleurs qu'on arrivera à faire ce qu'on veut ou ce qu'on aimerait faire avec la population locale et avec les élus. Oui, parce que les épisodes récents, le confinement pour en parler, font qu'il y a une prise de conscience un peu à tous les niveaux, qui arrive tard, hein, parce que la problématique elle est là depuis longtemps, mais pour moi il y a une prise de conscience, alors on verra si elle est suivie d'effet, mais je suis optimiste parce que je pense que de plus en plus de gens vont se rendre compte que ce qu'on fait, ça a du sens et c'est justement pas juste du traitement de la donnée. C'est une réflexion, c'est un travail passionnant et oui, je pense que plus ça va aller, plus le temps va passer et plus on va nous considérer entre guillemets comme la norme. Oui. Je l'ai choisi il y a longtemps et j'ai l'impression que je vais enfin l'exercer. J'ai l'impression qu'on est à l'aube d'une transition territoriale extrêmement forte, où enfin la société est en train de se poser les questions qu'on se posait il y a quelques années. Et du coup, on va pouvoir dialoguer, on va peut-être être entendu et on va peut-être réussir à exercer notre métier comme on a envie de le réaliser. Donc je suis extrêmement optimiste, j'ai très envie de le pratiquer. Je trouve que des principes comme le zéro artificialisation nette, ça nous bouscule, ça bouscule la société, ça va nous donner un cadre, un objectif commun et qui vont profondément bouleverser nos pratiques, particulièrement sur l'urbanisme de la planification de territoire, parce qu'aujourd'hui on a un urbanisme de projet qui prend quand même beaucoup de place, auquel je crois, je suis convaincue, mais ce n'est pas ma spécialité. Moi je défends une planification dans le temps, dans l'espace, et je pense que toutes les limites de la société actuelle et du modèle actuel, c'est de ne pas avoir réussi à faire de la prospective,
Donc oui, j'y crois parce qu'on va enfin pouvoir parler d'une vision commune, de la projeter et de réussir à changer un petit peu nos modèles de développement, ou en tout cas à les diversifier. Pas optimiste dans le sens où je vais faire la même chose toute ma vie, dans le sens où, enfin, je ne vais pas faire mon métier d'urbaniste toute ma vie, mais dans le sens où mon métier va évoluer. Et c'est ce qui rend en fait l'avenir, on va dire, intéressant. Parce que refaire tous les 5 ans la même chose, ça n'a absolument pas un intérêt intellectuel ou professionnel. Enfin, l'idée, c'est vraiment aussi, je pense, d'appartenir à une génération où on a envie de faire des choses différentes, d'évoluer, de s'enrichir. En fait, que le travail, c'est pas simplement un salaire, c'est aussi un épanouissement. En fait, moi, je le vois vraiment comme ça. Et donc, j'espère que mon métier va, en fait, je sais même pas, j'attends, c'est j'espère, et moi je vais essayer de faire en sorte, en tout cas j'ai envie de défendre des idées pour que ça évolue positivement. La réponse est oui, je suis optimiste sur l'évolution de mon métier parce que je pense que les sujets de demain seront d'autant plus intéressants que les sujets d'hier. Ça va être plus complexe, mais bon, ça fait partie du jeu, ça fait partie aussi de ce qui nous anime. Je suis optimiste, je pense que demain on aura des problématiques plus compliquées à gérer, qu'on va devoir rebâtir avec les existants, mais en fait, peut-être que ce qu'on a nié depuis très longtemps, c'est peut-être le socle de tout. Donc il y a une question d'inversion de regard qui va se jouer sur ces problématiques-là. Il faudra qu'on soit de plus en plus fort sur la posture. Ça, c'est un élément clé pour emmener les gens avec nous, pour emmener les politiques avec nous, pour emmener les habitants avec nous sur ces questions-là. Mais en tout cas, optimiste sur mon métier de demain, oui, c'est un métier qui va se réinventer, qui se réinvente de toute façon tous les jours. C'est ce qu'en fait à la fois la complexité et la valeur, donc je suis optimiste. Ouais, clairement, parce que le monde devient de plus en plus compliqué. Les aléas climatiques sont de plus en plus forts. Les villes, l'être humain devient presque exclusivement aujourd'hui un animal urbain. Donc, voilà. Et puis on a une pression foncière, etc., qui fait qu'aujourd'hui, avec l'objectif de ZAN, en plus de zéro artificialisation nette, on va devoir intervenir de plus en plus. Donc en fait, la ville est de plus en plus compliquée. Et on vient nous chercher quand c'est compliqué. Quand c'est simple, on se passe d'un urbaniste, on prend un géomètre, on découpe des parcelles et puis on n'en parle plus. Donc je suis assez confiant dans la mesure où malheureusement le monde devient de plus en plus compliqué, donc on a de plus en plus besoin de nous. Moi je suis quand même optimiste parce que, encore une fois, il y a des choses qui bougent. Alors ça ne bouge pas toujours dans le bon sens, mais il y a une dynamique, il y a quand même aujourd'hui une prise de conscience importante, moi je trouve, de plus en plus de monde finalement, de l'importance de l'aménagement du territoire. Et cette crise sanitaire, alors n'en parlons pas parce que du coup, même moi, on m'interpelle dans mon entourage beaucoup plus souvent qu'auparavant parce que d'un coup, effectivement, les personnes se disent « Ah ben oui, mais le fait que j'ai pas d'espace public, d'espace vert à proximité de chez moi, ah ben d'accord, ça a un lien avec l'aménagement du territoire. Ça a un lien avec ce que Fanny m'a raconté l'autre jour de ce qu'elle faisait. Donc je trouve que les gens justement aujourd'hui, il y a encore pas très longtemps, ils avaient du mal à comprendre l'intérêt de planifier, de faire l'aménagement du territoire. Et je trouve qu'il y a une prise de conscience. Donc je pense que oui, on va faire des trucs bien, on va avancer. On aura toujours des élus qui on sera désespérés après les avoir vus et d'autres au contraire se dire ah ben, c'est pour ça que je travaille, quoi. Et heureusement, on est tellement pluriel. Je le dis souvent aux jeunes quand ils râlent qu'ils ont plein de projets, c'est une chance d'avoir plein de projets parce que le jour où ça ne va pas sur un projet, tu passes à l'autre, tu trouves que c'est positif et puis tu fais parler tes projets, tu fais parler tes territoires et puis on voit bien que quand même il y a du renouveau aussi. Et on voit bien qu'il y a des choses qui émergent. Alors souvent, je parle moi de lame de fond parce qu'il y a des choses que ça fait 5-6 ans que je dis oui, il faut vraiment réfléchir au centre-bourg. Alors maintenant, tout le monde veut y réfléchir. Et j'ai envie de dire, voilà, le vrai défi, c'est comment on arrive à refaire penser que la prospective, c'est pas simplement les vieilles prospectives de la Datar, qui se sont toutes plantées. Mais bon, comment on peut dire que la prospective, c'est quelque chose de noble aussi? C'est se dire... Prospective, c'est quoi? C'est je m'arrête, j'essaie de regarder à 10-15 ans ce qui peut se passer, quels sont des invariants qui vont arriver, quelles sont les choses. Et ça, c'est les choses, les territoires qui ont compris ça, ils sont en avance sur les autres. Oui, je suis très optimiste parce que on a des grands défis à relever demain. Et je pense qu'on a clairement
on va avoir notre rôle à jouer et de manière même plus prégnante. Et je pense que du coup, face à ça, les donneurs d'ordre, je pense, vont se rendre compte de l'importance de notre métier, de la vision stratégique qu'on apporte. Et que ce soit en urbanisme, en environnement, enfin, dans tous les champs de l'aménagement, moi je pense que du coup notre rôle il va être vraiment de plus en plus important face à ça. Oui, plutôt, heureusement. Oui, je suis optimiste. Je trouve qu'il y a des écueils dans lesquels il ne faut pas qu'on tombe en tant qu'urbaniste. Mais l'urbanisme, c'est un sujet contemporain, c'est même un sujet à la mode. Même si on ne mentionne pas l'urbanisme directement, il y a énormément de sujets de société qui sont des sujets d'urbanisme. Donc je pense qu'on a plein de choses à faire et c'est un métier qui est de plus en plus reconnu. Après, il faut qu'on fasse attention à ne pas tomber dans certains écueils. Notamment, il y a plusieurs sujets auxquels je pense. L'urbanisme, c'est de plus en plus moralisateur. Et je trouve qu'il faut qu'on fasse attention à ça. On est dans un urbanisme réparateur où on a mal fait et on répare. Je trouve que c'est important de comprendre pourquoi on a fait comme on a fait jusqu'à aujourd'hui et de ce vers quoi on veut aller. C'est le premier sujet. Et puis, l'urbanisme, c'est un sujet à la mode et aujourd'hui, je trouve qu'il faut faire attention aux effets de mode, à ne pas prendre des décisions trop vite. Et je pense que c'est un travail de temps long, même si faut qu'on soit agile et souple. Je pense qu'il ne faut pas qu'on tombe dans ces effets de mode non plus. Donc oui, je suis optimiste.